Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Chaque numéro, vous le savez, est l'occasion pour Tristan, Rudy et moi de nous plonger dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Salut Tristan. Salut à tous. Alors cette semaine, un numéro tous les trois, ça faisait un petit moment que nous avions pas été à l'antenne. Nous avons beaucoup de sujets à traiter car la complosphère ne se repose jamais, comme vous le savez. Alors en guise d'introduction, petite amuse-bouche les amis, parce que vous avez consacré votre dernier complorama à Taylor Swift et à la déferlante complotiste qu'elle subit. Alors Tristan, vas-y, parle-nous-en un petit peu, vu que son concert c'est le 9 mai, son premier concert en France. Bah oui, c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de se focaliser un peu sur Taylor Swift, non pas qu'on soit particulièrement des fans, je ne sais pas si Rudy tu connais bien aussi l'écoute. Bref, mais en tout cas on s'est dit que oui, c'était peut-être l'occasion de revenir. Elle avait déjà fait l'actualité il y a quelques semaines auparavant, mais bon, elle arrive en France et ça va être une déferlante et on va entendre parler de Taylor Swift pendant des jours et des jours et des jours, légitimement parce que c'est une star, une méga star absolument internationale et qui entraîne avec elle évidemment son lot de complotisme et d'accusations et de délires complotistes particulièrement virulents. Et donc on a essayé de faire une sorte de point sur les différentes communautés complotistes qui viennent s'agréger à elle, parce qu'il y a différentes communautés qui ont chacun leur propre dynamique, leur propre référence. Donc on a des complotistes classiques politiques, disons Trumpistes, qui la voient comme un agent du deep state et qui est dont d'ailleurs qui sont très inquiets par le fait qu'elle se prononce peut-être pour Biden ou contre Trump. Ils étaient déjà inquiets parce qu'elle a appelé à voter, c'est ça ? Elle avait déjà fait. C'était déjà le cas pour les précédentes élections. Donc là, ils attendent évidemment. Et elle a une capacité, clairement. Il y a des sondages qu'on mentionne d'ailleurs dans le podcast qui montrent qu'elle a une potentialité d'influencer, d'emmener avec elle en tout cas une partie des votes. Donc il y a une communauté politique, complotiste politique qui l'attaque de façon extrêmement virulente et c'est assez spectaculaire, franchement, les accusations dont elle est la cible. Et puis on a d'autres communautés du fait de son compagnon qui est quelqu'un qui a fait la promotion d'ailleurs des vaccins, c'est assez ouvertement, et donc on a les communautés, si on veut, disons covido-complotistes. Et qui lui est une star parce que c'est un sportif. Et c'est un sportif. Il est quarterback de je ne sais plus quelle équipe de football américain, mais c'est une superstar aussi. Également. Et donc on a cette collusion absolument spectaculaire de ces différentes communautés qui viennent converger sur Taylor Swift. Et donc bref, ça décuple, disons, l'hystérie complotiste qu'il y a autour d'elle. Et puis on a relevé des choses qui sont parfois très déroutantes. Je ne sais pas si on peut... vu que c'est en ligne, allez l'écouter, mais on évoque notamment la théorie complotiste des 440 Hertz, qui serait une fréquence utilisée par les nazis, non ? Exactement, donc une fréquence utilisée durant ses concerts, soi-disant elle. Pourquoi elle en particulier ? Bref, donc elle utiliserait cette fréquence-là pour essayer d'influencer, de travailler ou de travailler l'audience des gens, d'essayer de les influencer d'une manière ou d'une autre. Et puis évidemment cette théorie-là, et on a des sonores de gens qui le disent, qui expliquent en gros que ça viendrait, ce serait en fait une invention des nazis pour contrôler les foules. Et donc elle ne serait que l'héritière de ce dispositif qu'elle emploierait contre les Swifties, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire les fans de Taylor Swift. Donc vous pouvez encore l'écouter, il est encore en ligne, et c'est je crois que pour ceux qui aiment Taylor Swift et qui vont aller l'écouter là très bientôt à Paris, c'est l'occasion de voir un peu de quoi elle est accusée. Petite question, au-delà des États-Unis, il y a une traction en France de la complosphère, on va dire hexagonale, autour de Taylor Swift ou pas du tout ? Alors, ou elle est complètement sortie des radars de la complosphère française ? Bon, on sait que le marché complotiste est totalement mondialisé, donc il y a forcément une empreinte, un écho, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays, du simple fait que c'est une star internationale. Et on sait aussi que, on verra bien dans les jours qui viennent, qu'elle est une star aussi en France. Donc inévitablement, il y a une importation. Maintenant, l'ampleur, ça c'est encore une question. J'attends de voir effectivement, ou on attend de voir en tout cas, ce qui va se passer lorsqu'elle va faire la une des journaux pendant plusieurs jours
probablement quelques jours avant ou quelques jours après son concert. Est-ce que là, il y aura plus de traction sur ces différentes théories qui sont essentiellement nées aux États-Unis autour de Taylor Swift? Personnellement, je pense qu'il y aura une certaine traction, une certaine viralité en France. On verra bien. Allez, premier sujet cette semaine, le coup bas et la campagne de désinformation qui a visé ce week-end Nathalie Loiseau, eurodéputée Renaissance, ancienne tête de liste et candidate à sa réélection, et qui a été portée par le compte Verity France, qui l'accusait notamment de toucher de l'argent d'un cabinet de conseil. Alors Rudy, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire et puis nous rappeler aussi peut-être ce qu'est Verity France ? Oui, alors effectivement, on a vu ce thread de Verity France, donc qui se présente comme un collectif de familles de victimes du vaccin anti-Covid. Encore une fois, pas de lien scientifiquement avéré entre les décès de proches de ces familles et l'injection vaccinale, mais eux le croient. C'est leur droit. Et parmi ces familles, il y a celle de Marc Doyer, qui est aussi le porte-parole de Verity France, et candidat, qui est aussi candidat sur la liste de Philippot aux européennes. Et Marc Doyer, qui, il y a quelques semaines, a fait l'objet d'une descente de police à son domicile, une perquisition au petit matin, suivi d'une garde à vue, parce qu'au moment de la perquisition... Et selon ce qu'il raconte. Et là, sur ce point-là, il n'y a pas de raison de remettre en cause sa parole. Il dit qu'il a cru à un cambriolage, donc il s'est barricadé dans sa salle de bain avec une arme à feu. Donc il y a eu une sorte de gros malentendu avec les forces de l'ordre. Et puis surtout, les forces de l'ordre, au moment de la perquisition, ont trouvé 13 armes à feu, dont 7 non déclarées. Et tout ça pour une menace de mort, en plus. La plainte, c'était menace de mort ou intimidation. Donc, garde à vue. Très franchement, je pense que n'importe quel justiciable ordinaire aurait fait l'objet de la même procédure. Bon. Mais évidemment, lui et ses partisans ont crié à la dictature, etc. Bon. Fermons la parenthèse. Je reviens sur Verity France, dont Doyer est le porte-parole, encore une fois. Verity France, c'est un compte Twitter, pas seulement, mais notamment sur Twitter, à 174 000 abonnés. C'est 100 000 abonnés de plus que Nathalie Loiseau. Et qui, dimanche matin... vers 6h du mat', assez tôt, accuse donc cet élu d'avoir perçu des rémunérations comme consultant ressources humaines et RSE et des revenus en tant que salarié d'un cabinet de conseil RH, RSE, avec une capture d'écran à l'appui, pas sourcée, et avec cette question... très orientée, très rhétorique. Madame Loiseau, de quel cabinet conseil touchez-vous de l'argent et de qui êtes-vous consultante? Très rapidement, je crois dans les 2-3 heures qui suivent, à 9h34, Nathalie Loiseau répond « Ceci est un montage grossier, une désinformation volontaire, je n'ai d'autres revenus que ma rémunération députée européenne et les droits d'auteur de mes livres, chacun peut le vérifier, etc. » Mais les choses auraient pu s'arrêter là. Mais Verity France continue pendant des heures et des heures à expliquer qu'elle ment, que c'est elle qui propage des fake news, qu'elle est fourbe. Et il faut attendre midi, un peu après midi, pour avoir une capture d'écran plus large, où là, on a la source de la capture d'écran. Et jusque-là, Verity France disait « c'est le site de la communauté européenne ». C'est rigolo parce que c'est l'ancienne communauté européenne, on ne dit plus communauté européenne depuis quelque temps déjà. Mais oui, nos sources, c'est le site de la communauté européenne. En fait, là, le site vers lequel renvoie la capture d'écran, c'est integritywatch.eu, c'est-à-dire un projet d'une ONG qui s'appelle Transparency International, une ONG tout à fait respectable au demeurant. Mais déjà, ça n'a rien à voir avec les institutions de l'Union européenne ou le site de la communauté européenne. Donc déjà, premier... bon. Et le problème, c'est que ils disent que Nathalie Loiseau, ou enfin, ils suggèrent que on aurait fait disparaître ces preuves, ces traces, parce que eux affirment qu'ils ont fait cette capture d'écran de bonne foi, etc. Bon. Le problème, c'est que quand on va sur le site d'integritywatch.eu, on ne trouve pas ces informations-là. Et que dans la journée, on s'aperçoit assez rapidement qu'en fait, ces informations sont des informations qui concernent un autre député européen. Ouais. Alors, il y a plusieurs hypothèses ouvertes. Un, il y a eu un bug d'affichage, je ne sais pas si c'est possible, qui fait qu'ils ont vu ça, ils ont fait une capture d'écran, et là, leur erreur et leur faute,
c'est d'avoir accusé sans plus de preuves que ça. Voilà, c'est un peu... et même l'accuser ou suggérer qu'elle a fait disparaître les preuves après coup. C'est délirant. 2, ils ont été intoxiqués. C'est-à-dire qu'on leur a envoyé une capture d'écran en leur disant ça c'est le site de l'Union européenne, etc. Donc allez-y, dénoncez-le, c'est très grave. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations de l'information possibles. On peut imaginer qu'il y a des puissances étrangères, au hasard la Russie, si on spécule. Il se trouve que Nathalie Loiseau, elle a fait un bouquin sur les ingérences russes, par ailleurs, en Europe. Voilà, ça c'est une hypothèse. Rien ne l'étaye. Insiste bien là-dessus, une hypothèse. Mais bien sûr. Évidemment, on risque encore de... Non, mais rien ne l'étaye, mais c'est une hypothèse. Ouais. Mais en tout cas, voilà, la dernière hypothèse, la plus... serait que ce serait un montage de leur part. Ouais. Bon, là aussi, rien ne l'étaye. Ouais. Donc voilà, les choses sont ouvertes. En tout cas... ce qui est sûr, c'est que Nathalie Loiseau n'a pas touché d'argent de ce cabinet de conseil. C'est sûr. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas non plus cette preuve-là. Donc Or, ils disent l'avoir. Et ils continuent à l'accuser d'avoir menti ou de manipuler, etc. Donc ça, c'est grave, parce que ça a viré au harcèlement, quand même, dans la journée de dimanche. C'est-à-dire que ça a été plusieurs... de très nombreux postes, toujours avec cette capture d'écran. Moi, mon interrogation, c'est quand même pourquoi ont-ils attendu autant d'heures avant de diffuser la capture d'écran avec l'adresse. Voilà, ça, mais ok. En tout cas, gros ratage de leur part. Il faut dire quand même que Vérity France, c'est pas juste une association de familles de victimes prétendues. Le compte de Vérity France diffuse des contenus à caractère conspirationniste sur plein de sujets. Pas seulement la question de la vaccination, pas seulement la question du Covid, pas seulement la question de santé, des sujets qui relèvent du climato-scepticisme, des sujets qui relèvent des élections américaines, de la politique en général. Ils ont eux-mêmes participé aux campagnes de diffamation nous visant. Donc il ne s'agit pas de régler des comptes ici, mais juste de dire les faits, quoi. Voilà. Puis Vérity, c'est toujours rigolo, quoi. Tristan, qu'est-ce que ça t'inspire justement ce mot de vérité dans leur titre et je crois que tu as repéré quelque chose notamment chez NewsGuard à ce sujet-là. Bah oui, ça m'a fait penser effectivement à un dernier papier qui date de très récent, je crois, qui date de hier ou d'avant-hier. Hier, je crois, de NewsGuard qui s'est intéressé et qui a signalé en fait que sur leur base de données, NewsGuard a des milliers de sites sur lesquels ils appliquent des critères de crédibilité de l'information. De l'information, vraiment de nombreux sites. Et ils ont estimé que environ 90% des sites pour lesquels qui sont sur leur base de données, qui comportent le mot truth, c'est-à-dire vérité. Relayent de la mésinformation ou de la désinformation. Et c'est assez drôle. Alors, on ne va pas remonter jusqu'à la Pravda, mais... on pourrait, ceci dit. On devrait d'ailleurs, oui. Un commentaire, d'ailleurs, m'a fait la remarque, d'ailleurs. Mais c'est quand même Qui veut dire la vérité en russe. Et qui veut dire la vérité en russe. Mais c'est assez notable, effectivement, de voir que beaucoup de sites ou de médias qui, en ligne, effectivement, mettent en avant l'idée d'une recherche de vérité, ou affichent le mot vérité, d'ailleurs, dans leur titre, ou dans leur présentation, dans leur quête de vérité, assez systématiquement, c'est pas systématique, mais assez systématiquement, sont des sites qui sont, pour le coup, très problématiques. Donc on a effectivement Vérity France qui pose problème, vu la mésinformation sanitaire qu'ils ont pu relier ces dernières années, disons. Mais on a de nombreux sites, aujourd'hui encore, je suis allé m'amuser à rechercher, par exemple, sur Twitter, les comptes qui comportent le mot vérité. J'en ai trouvé un qui s'appelle Vérité diffusée et qui parle des chemtrails. Bon, tout de suite. Après, on en a d'autres qui ont le mot vérité dans leur bio. J'en ai cherché ça aussi, j'en ai trouvé plusieurs. Et c'est assez drôle parce j'ai trouvé, par exemple, Epoch Times France, qui a le mot vérité dans sa bio. On a Éric Loridan, qui a le mot vérité. Il y en a plein. Bref, qui ont dans leur bio le fait qu'ils promeuvent une vérité cachée ou la vérité vraie, etc. Ce qui est rarement le cas d'autres médias sérieux qui, eux, cherchent à établir, disons, un consensus autour de la réalité qui nous entoure. Et puis, évidemment, tout ça nous rappelle... Ça rappelle les États-Unis aussi. Évidemment, le mouvement des Truthers. Le Truth Movement. Les Truth Movement, à la suite des attentats de 2001. Et
et vraiment, il y a des t-shirts de gens qui sont des truthers. Donc il y a un antécédent et une vraie, j'allais dire presque une culture référentielle à ce terme vérité, truth, qui est malheureusement un signal, je crois, plutôt défavorable lorsqu'on est en quête d'informations balisées. Un peu comme ceux qui s'agitent sur leur chaise en disant liberté d'expression et puis finalement qui demandent la censure de différentes personnes, c'est ça ? Il y a un peu de ça. Moi, je trouve qu'il y a une résonance. Je trouve qu'il y a une résonance. Moi, voilà, et je vous renvoie aussi pour aller développer un peu votre connaissance de NewsGuard à l'émission qu'on avait fait avec Chine Labbé, qui est la directrice éditoriale en France de NewsGuard. Tu me permets d'ajouter une chose vas-y, sur ça. Nadine Fresco, qui a beaucoup travaillé sur le négationnisme, a remarqué aussi que le terme vérité, mensonge était très présent dans les titres de livres négationnistes. Une sorte de passion comme ça pour la vérité, en tout cas une vérité dissimulée, cachée, qu'il s'agirait de dévoiler, quoi. Deuxième sujet cette semaine, après Michelle Obama, Brigitte Macron, c'est au tour de Britta Ernst, la femme du chancelier allemand Olaf Scholz, d'être la cible d'un délire conspi et transphobe. Alors Tristan, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette rumeur ? Écoute, ce que je peux te dire, c'est que on assiste depuis, je crois vraiment un an, à une sorte d'accélération d'attaques complotistes qui visent le genre, notamment de femmes de pouvoir. On avait d'ailleurs consacré un Complorama sur le sujet, et on a de nombreux cas qui n'arrêtent pas d'éclore à l'international. C'est ça qui est assez saisissant, avec le même mode opératoire, qui est encore une fois d'essayer de discréditer souvent un responsable politique en attaquant sa femme et notamment le genre de sa femme. Ouais. Et donc c'est devenu il y a une sorte de modalité qui s'est répandue, une sorte de presque un mème, j'allais dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui gagne en traction et qui est utilisé systématiquement par les opposants politiques, quel que soit le pays. Et donc c'est quelque chose que je trouve extrêmement, à la fois toxique, abjecte, dans la façon que ça a d'attaquer, effectivement, de questionner, disons, la sexualité des gens, elle peut être quelconque, c'est pas le problème, mais d'utiliser ça comme levier politique, cet argumentaire complotiste, est quelque chose qui est en train de se mainstreamiser, j'allais dire, dans la complosphère véritablement internationale. Et c'est pas seulement abject, c'est ridicule aussi. Ouais. C'est ridicule parce que, alors, ça touche plus les femmes que les hommes. Il y a quand même une misogynie aussi derrière tout ça. Ouais. Et c'est ridicule parce que, au-delà des femmes de pouvoir, ça touche les femmes célèbres en général, sportives de haut niveau, stars de la pop notamment, ou actrices, etc. Margot Robbie, Lady Gaga, voilà. Ça a touché la Première ministre de Nouvelle-Zélande aussi. Et absolument, Jacinda Ardern. C'est ça. Et on appelle ça la transvestigation. Ouais. Donc un mot formé sur trans pour transgenre, transsexualité, etc. et investigation. Donc on a des transvestigateurs, c'est un phénomène encore assez marginal, mais qui explique que toutes ces personnalités sont en fait du sexe opposé à celui qu'elles prétendent, et elles utilisent notamment, ils utilisent, ces transvestigateurs, des schémas qui relèvent de la phrénologie. La phrénologie, c'était aujourd'hui c'est considéré comme une pseudo-science, mais c'était une discipline au XIXe siècle qui a accompagné d'ailleurs l'émergence des théories racialistes et puis ensuite racistes, qui expliquait qu'à partir de la forme du visage et donc de la forme du crâne, on pouvait déduire un certain nombre de caractères. Donc on voyait sur la forme du visage des gens s'ils étaient gentils ou méchants, s'ils étaient des criminels, s'ils étaient... Voilà. Et on a la réhabilitation de cette chose-là à travers la transvestigation. Voilà, ça reste encore assez marginal, mais voilà. Alors, pour revenir sur cette affaire autour de ces accusations transphobes autour de Britta Ernst... C'est parti sur Twitter, c'est ça, au départ ? Oui, alors il y a une sorte d'ébullition sur Twitter, mais ce qui est quand même assez notable, c'est que l'un des tweets qui a eu le plus de traction, de viralité, c'est sur un tweet d'un crypto bro, comme on dit aux États-Unis. Bref, c'est un compte qui fricote avec l'univers crypto et qui est assez connu sur Twitter parce qu'il a une
parce qu'il a énormément d'abonnés. Il avait, et ce compte s'appelle d'ailleurs Wall Street Silver, et qui sur ce tweet accusant donc Britta Ernst avait fait plus d'1 million de vues sur ce tweet-là. Et ce qui est évidemment notable sur cet épisode-là, c'est le rôle d'Elon Musk, évidemment, qui est toujours dans tous les mauvais coups et qui a évidemment répondu régulièrement au tweet de ce complotiste américain dont le nom de profil sur Twitter s'appelle Wall Street Silver. Elon Musk a échangé avec lui des dizaines, peut-être centaines de fois. J'en ai relevé en tout cas une dizaine ces derniers mois. Donc il interagit énormément avec ce compte et donc lui donne une visibilité, une superficie de visibilité absolument spectaculaire et phénoménale. Et donc c'est ce compte-là qui est relativement proche d'Elon Musk, on doit le dire, qui est en forte interaction avec lui, qui a poussé ce délire aux États-Unis autour de la femme du chancelier allemand. Donc on a la responsabilité, encore une fois, du premier compte sur Twitter avec ses plus de 150 à 200 millions, entre 150 et 200 millions d'abonnés d'Elon Musk, qui lui, lorsqu'il interagit avec un compte, le surbooste de façon artificielle, j'allais dire artificielle évidemment, avec les algorithmes qui vont derrière, et donc lui donne une visibilité qui va au-delà de la réalité de ce que représente cet individu. Mais malheureusement, voilà, il a participé à cette viralisation de ce délirium transphobe autour de la femme du chancelier allemand. Est-ce que vous avez l'impression tous les deux que ça participe de la même logique que le compte Zoé Sagan en France, ce qui a été l'un des drivers de la rumeur sur Brigitte Macron, comme quoi elle était un homme et ainsi de suite. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le même schéma de construction d'une rumeur autour de cette histoire de Britta Ernst ? Oui, le mode opératoire est le même. C'est-à-dire jouer sur du visuel, quand tu parlais phrénologie tout à l'heure, c'est de montrer des photos et de dire est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous pensez que, etc. Regardez la forme de son visage, regardez son cou avec la pomme d'Adam, regardez l'entrejambe. Voilà, mais ça, on l'a sur Michelle Obama. Michelle Obama aussi également. Donc on a ce même registre, disons, d'appareils, de référentiels ou d'argumentaire, pour parler simplement le même type d'argumentaire, de questionnement sur les faits, des data, les données, est-ce qu'on a le témoignage, est-ce qu'on a un papier officiel qui dit que, etc. Donc pour moi, c'est vraiment la même mécanique, mais surtout, on a le même pool idéologique derrière. Ça provient systématiquement de communautés dont le centre de gravité est évidemment profondément à l'extrême droite. À noter que d'ailleurs, Zoé Sagan, Alain Soral, dans un enregistrement récent, a confirmé que Aurélien Poisson-Atlan, qui anime globalement Zoé Sagan, travaille avec Xavier Poussard, directeur du média d'extrême droite, fait les documents. Ça a été confirmé, on l'avait déjà dit ici beaucoup. Et que Soral considère comme son héritier spirituel. Ouais, donc on est vraiment... peut-être pas, mais intellectuel en tout cas. Donc on est vraiment dans cette même communauté idéologique, clairement. Donc ça, c'est un des points communs qu'on peut avoir d'ailleurs dans tous les différents cas. Que ce soit Michelle Obama aussi. Même Michelle Obama, la même chose. Donc il y a quand même une tonalité idéologique flagrante dans ces attaques transphobes, dans le mode opératoire et dans l'origine idéologique d'où apparaissent ces différentes attaques. Tu as noté que le créateur de Minecraft, c'était aussi une personnalité très marquée par les théories du complot, comme Elon Musk. Est-ce qu'il y a une maladie des entrepreneurs de la tech qui fait qu'ils penchent souvent, parce que c'est le cas aussi de Jack Dorsey. Oui. Par ailleurs, ils penchent souvent de ce côté-là du spectre politique. Pas seulement, ils ont le droit d'être conservateurs, ultra-conservateurs. Le problème, c'est qu'ils sont complotistes ou qu'ils relayent des contenus complotistes. Oui, alors pour la tech en général, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a des comment dire, clairement des univers. Bon, peut-être sur le côté, c'est propre à l'Amérique, c'est plutôt très américain, ce côté, disons, dans le pool libertarien, il y a évidemment tout un panel politique qui peut s'exprimer à travers cette posture idéologique, mais on a une frange plutôt droitière qui, elle, est assez clairement représentée aujourd'hui dans la tech, à travers Musk pas que, évidemment. Pas que, et donc, bon, est-ce qu'on peut faire une symétrie ? Ça, je ne sais pas, si on peut aller jusque-là. Mais tu parlais de Minecraft, évidemment, tu ne parles pas par hasard de Minecraft, parce que pour ceux qui connaissent Minecraft, on est quand même sur un moment assez important
C'est les 15 ans. 15 ans de Minecraft. On est sur les 15 ans de Minecraft, évidemment. Alors pourquoi est-ce que je rebondis un peu sur Minecraft, hein. Dis-nous. Bien, simplement parce que le fondateur a une empreinte assez particulière en ligne, hein. Le dénommé Notch, hein, qui a un nom suédois que je n'ai pas en tête, mais bref, c'est son nom. Son nom de scène, on va dire. Oui, son nom de scène, donc Notch. Donc le créateur de Minecraft lui-même a un compte Twitter depuis de nombreuses années et en 2017, de mémoire, en 2017, il a commencé à tweeter, à faire des longs threads sur le Pizzagate. Le Pizzagate, en considérant que de nombreux témoins du Pizzagate mouraient mystérieusement. Il commençait à vraiment relayer tout le corpus du Pizzagate avec le fait qu'on exploiterait, on tuerait ou on exploiterait effectivement la petite enfance sous cette pizzeria, que Hillary les Clinton démocrates, serait... Clinton, Podesta, il le cite. Donc bref, tout ce délirium qu'il y a eu autour du Pizzagate, le fondateur de Minecraft lui-même l'a relayé de façon très premier degré. Oui. Non, je t'interromps parce qu'il y a un très bon docu sur Netflix en ce moment qui s'appelle The Anti-Social Network, qui retrace cette histoire-là, l'émergence des Anonymous, et ensuite comment... avec l'accélération des réseaux sociaux, on en est arrivé à QAnon, d'abord le Pizzagate, puis QAnon, etc. Ouais. Et comment cette utopie au départ d'Internet, d'un Internet complètement dérégulé, s'est transformée en cauchemar en fait politique et démocratique, quoi. Ouais. C'est de 4chan au 6 janvier 4chan. Et au Capitole. C'est ça. Et avec une trajectoire absolument fascinante sur la fabrique effectivement d'une utopie qui a mal tourné. Et dont les traces qu'on a pu trouver ou les expressions en ligne sont des choses qu'on retrouve de façon très contemporaine encore aujourd'hui. Je continue juste un tout petit peu sur Notch. En 2019, on le voit, il tweet en 2019, quand même, donc 2 ans après l'apparition de Q, il dit que Q est absolument légitime. C'est que pour lui, ce que pouvait produire Q sur les différents forums, enfin sur le forum, alors... c'était 8chan, puis après 8kun, était parfaitement crédible. Donc on a quand même quelqu'un qui est profondément complotiste. Il a aussi eu des propos transphobes. Il a été accusé de cela, et puis aussi une posture très anti-féminisme. Et toutes les cases, ce garçon. Oui, alors toutes les cases. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est c'est quelqu'un qui a infusé dans l'univers des jeux, l'univers des gaming en ligne, et qui est quelque part, malgré tout, une expression de cet épisode qui est quand même séminal dans même la complosphère aujourd'hui internationale, qui est le Gamergate en 2014. Le Gamergate, c'est en gros un moment où on a une part de la frange, disons, assez toxique de l'univers des gamers qui ont commencé à attaquer de façon extrêmement virulente, avec des menaces de mort, de viol, des joueuses ou des journalistes qui s'intéressent à l'univers du game, parce qu'elles promouvaient simplement un espace de jeu plus équilibré, moins sexiste, etc. Et elles se sont fait harceler de façon ultra violente, notamment sur 4chan et sur Reddit, notamment. Et cet épisode est vraiment séminal parce que sur 4chan, à l'époque, en 2014, on est quand même sur le vieux 4chan, eh bien, cette communauté qui était extrêmement virulente, anti-féminisme et plutôt anti-femme, quasi misogyne, s'est fait censurer par le fondateur de 4chan à l'époque, qui était Moot, qui était un mec qui était à l'origine un peu du 4chan, et qui les a donc virés de 4chan, et ils sont partis se réfugier sur un autre forum qui était supposé être une sorte d'Eldorado de liberté, qui était 8chan. Qui 8chan est nettement pire que 4chan, et 8chan qui est devenu après coup 8kun, avec notamment la famille Ron Watkins, qui est derrière à la fois 8chan et 8kun. Et qui est suspecté d'être le fameux Q. Et qui est suspecté d'être le fameux Q. Alors, c'est ça que je trouve assez intéressant, finalement, dans l'univers des games, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Je ne suis pas si surpris que ça, que le fameux Notch est une empreinte complotiste, un peu QAnon, Pizzagate, parce qu'il y avait une frange
clairement de gens qui étaient baignés dans la culture du gaming, une frange qui est minoritaire, hein. C'est pas tous les joueurs. Je ne dirai jamais que l'univers du gaming est un endroit, est un cloaque complotiste et misogyne. Mais il y a dans cet espace-là une part significative qui a émulé avec de nombreux sites qui ont fait l'actualité internationale, sur 8chan, je rappelle, qui a encore une fois accueilli toute la communauté des Gamergate, sur 8chan. C'est sur 8chan qu'on a Braden Tarrant qui a annoncé son attentat contre... et posté son manifeste. Qui a posté son manifeste. Donc il y a de ces espaces qui semblent un peu marginaux, de ces univers du gaming assez marginal mais toxique, on a quand même des excroissances qui vont sur l'actualité la plus dramatique internationale, en passant par Q, le phénomène Q, jusqu'au 6 janvier au Capitole. Donc, je crois qu'il faut garder ça à l'œil. Et Minecraft reste un jeu parfaitement sympathique. Il y a une même vraie... si c'est très moche. Tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Je sais. Non, mais il y a une vraie créativité qui est folle. Il y a une vraie communauté, une sorte de créativité absolument folle sur cet espace-là. Donc je ne rechigne évidemment pas Minecraft, mais je pense qu'il faut ne pas oublier l'empreinte de son fondateur. Eh bien, ça fait une transition intéressante avec le 4e sujet cette semaine sur ton exploration minutieuse, Tristan, des dernières grandes tendances sur TikTok. Tu vas peut-être nous dire, peut-être que ces hashtags qui sont apparus autour des arbres géants ou de la communication animale seront peut-être demain vecteurs d'autres choses. Alors raconte-nous un peu ces deux hashtags, communication animale, arbre géant. Ouais. Qu'est-ce que tu as repéré et puis surtout qu'est-ce que ça raconte un peu de ce qu'est TikTok, qui est encore une fois un réseau qui, comme l'a démontré NewsGuard, est un réseau où la désinformation circule de manière phénoménale. Raconte-nous un peu de ça. Bon, d'abord, précaution évidemment, et oratoire, c'est quand même des phénomènes ultra marginaux. Bien sûr. Mais effectivement, je suis allé jeter un peu un coup d'œil sur effectivement des phénomènes vraiment dans la frange vraiment la plus chargée en termes de délirium informationnel. Et il y a deux expressions que j'ai trouvées assez déroutantes. La première, évidemment, c'est toute cette effervescence autour de ce qu'on appelle la communication animale, qui est un vrai phénomène, je peux le dire comme ça. Alors en termes d'empreinte, c'est pas extraordinaire, en tout cas dans l'univers francophone. Dans l'univers anglophone, c'est notable. Déjà plus important, il faut le signaler. Et donc cette idée de communication animale, c'est de nombreuses personnes qui expriment leurs compétences particulières, quitte à, d'ailleurs, c'est parfois rémunéré, où ils vont dire qu'ils arrivent à communiquer sans parler avec les animaux et comprendre leur langage intime. Et donc ils traduisent ce que l'animal dit à leur propriétaire en disant voilà, votre animal me dit que il n'est pas content de ceci, de cela, il aimerait vous dire que, etc. On a même pour les franges encore plus déroutantes, certains qui m'ont parlé avec des animaux morts, décédés. Ah oui. Et toute cette tambouille qui est assez féminine, je dois le dire. Pour les murs que j'ai pu voir de résultats, je ne vois quasiment que des femmes, des jeunes femmes, expliquer qu'elles ont cette capacité-là. Et ils ont des discours qui relèvent clairement, on le sent et on l'entend quand on en voit plusieurs, des santé alternatives, du bien-être. On en a beaucoup qui parlent de niveau de vibration. En adéquation avec les animaux, etc. Donc on est vraiment sur à la frange de l'ésotérisme, mais c'est quelque chose qui il y a un business plan pour certaines d'entre elles. Elles monnaient ce genre de service. Alors, bon, où est le complotisme là-dedans ? C'est pas complotiste en soi. On peut croire des choses folles et déroutantes. C'est pas le souci. Le problème, c'est que dans certains cas, on peut voir que certains de ces propos peuvent basculer dans des théories qui, elles, sont complotistes et parfois assez toxiques. Alors, je vais plutôt prendre le deuxième exemple des arbres géants. Alors là, sur les arbres géants, on est sur un autre domaine qui est un peu moins bien-être et santé vibratoire et compagnie. Là, on est sur des gens qui sont convaincus que
on a des montagnes géantes, vous savez, qui sont dont la surface en haut est parfois plate, pour des raisons géologiques qui moi me dépassent. Bon. Et eux considèrent que ces images-là sont en fait des arbres fossilisés géants. Donc il aurait existé dans un passé lointain des arbres géants qui auraient été coupés mécaniquement par des géants. Oui. Bon. C'est des arbres géants, donc c'est normal. Donc d'où cette idée des arbres géants. Alors apparemment, cette croyance aurait gagné en visibilité autour de 2016 sur YouTube avec une vidéo traduite du russe et qui était titrée Pas de forêt sur la terre plate. Et il semblerait que cette croyance, en tout cas, de ces arbres géants viendrait probablement plutôt d'une inspiration de gens qui sont dans l'univers des univers plus ou moins platistes. Alors, encore une fois, on peut croire des choses délirantes, c'est pas complotiste, c'est juste déroutant et un peu dérangeant. Sauf que, pour certaines de ces vidéos, j'ai pu voir que, et d'ailleurs j'ai le sonore encore en tête, d'une séquence sur TikTok qui explique que voilà, ces arbres ont été coupés, etc. Et on nous le cache. Mais qui nous le cache ? Et là, littéralement, la vidéo explique que ce sont les satanistes francs-maçons qui cherchent à nous cacher la vérité sur ces arbres géants. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Alors, évidemment, tout ça, c'est encore une fois dans les franges de la marginalité, mais c'est le symptôme de quelque chose. Et le symptôme, il est tout bête. Si on croit à des choses aussi délirantes, on ouvre la porte facilement à d'autres croyances, évidemment. Et assez rapidement, assez souvent, on devient perméable à des théories qui, elles, sont beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus toxiques. Quand on a un discours anti-franc-maçonnique aussi basique et aussi radical que ce que j'ai pu entendre sur TikTok, là, ça devient un véritable problème. On est sur le complotisme, et le complotisme le plus toxique. Voilà. Donc, encore une fois, des croyances, j'allais dire un peu déroutantes, encore une fois, c'est comme les pyramides construites par les aliens. On commence par des choses qui semblent simplement folkloriques, marrantes, à la limite, mais malheureusement peuvent emmener une frange de leur audience vers des choses beaucoup plus radicales et beaucoup plus toxiques, et notamment sur TikTok. Et ça m'inquiète parce que TikTok, ça n'est pas YouTube. TikTok, ça s'adresse essentiellement aux jeunes générations, à des primo-arrivants sur le marché de l'information, des gens qui n'ont peut-être pas une culture générale suffisante pour pouvoir prendre de la distanciation par rapport à ce type de contenu. Rudy, tu as une réaction à cette... Non, je suis fasciné. Je peux comprendre qu'on essaie de... Enfin, comment dire, que notre croyance soit contaminée par notre volonté, notre espoir, notre espérance, etc. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'on peut communiquer avec leurs animaux, leurs chiens morts notamment, ou des proches, ça je le comprends intellectuellement, parce qu'il y a eu par exemple au 19e siècle le phénomène des photographes spirites, qui proposaient de photographier le spectre d'une personne chère disparue. Et il y a eu des procès très retentissants à l'époque pour montrer que c'était une escroquerie et que les photographes en question étaient des charlatans. Et eux disaient, mais non, les gens y croient. Et d'ailleurs, ils faisaient témoigner les gens qui avaient été arnaqués, mais qui continuaient à croire que leur proche, le spectre, le fantôme de leur proche avait vraiment été pris, parce qu'ils voulaient y croire. Donc je peux comprendre que des gens souscrivent à ça. Le coup des arbres, là, j'ai plus de mal à comprendre. Pourtant, quand tu le vois, on voit les images. Quand tu vois les photos et les images, c'est parlant. Ça ressemble à un tronc d'arbre géant. C'est vrai. Mais encore une fois, les croyances les plus foutraques, ça n'est pas forcément du complotisme. C'est une porte d'entrée. Voilà. En fait, c'est ce qui est important de retenir pour moi, vraiment, c'est que dans ces franges les plus folles, pour ce qui me concerne. Mais Tristan, pourquoi le lien avec le platisme ? Parce que c'est plat, non ? D'accord. Okay. Mais il y a un lien. D'accord. Bon, ok. Et est-ce que tu dirais que les dispositifs comme TikTok ou comme Twitter ou autres, c'est des vecteurs d'amplification de ces croyances-là ? Ou est-ce que ces croyances-là, un peu farfelues, ont toujours existé ? Il n'y a pas de doute là-dessus. Sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler de communication animale ou d'arbres géants. Et c'est normal, heureusement. Certains ont déjà entendu parler, mais bref. Mais je veux dire, il y a clairement une opportunité
historique pour ces communautés les plus marginales de gagner en visibilité du fait du jeu, à la fois, encore une fois, des algorithmes, qui, encore une fois, artificiellement poussent une visibilité qui va au-delà de la réalité de ce qu'ils représentent, parce que ces gens-là ne représentent rien dans la société française, bien sûr, mais passer dans ce corridor d'accélération que sont notamment TikTok, c'est vraiment saupoudrer au-delà de ce que ça représente réellement en termes de personnes qui croient hardcore, vraiment qui sont le noyau dur, ça saupoudre à une audience beaucoup plus vaste, et notamment des jeunes. Allez, dernier sujet cette semaine, je voulais vous demander, Tristan et Rudy, si vous ne trouviez pas qu'on était bien ici, tranquillement, dans notre cabinet noir au service de Macron. C'est ainsi qu'un élu de la République, donc payé avec nos impôts, en l'occurrence Nicolas Dupont-Aignan, nous a qualifié dans une vidéo dans laquelle qui était une vidéo intitulée « Comment ils détruisent la démocratie ». Alors Rudy, c'est pas la première fois que des élus de la République nous attaquent. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu cette histoire de Dupont-Aignan, nous dire la réaction de RSF aussi qui a soutenu Conspiracy Watch, et puis nous rappeler les autres épisodes. Les autres épisodes, d'abord, des élus ou des anciens élus. Les anciens élus, je pense notamment à Yves Pozzo du Borgo, qui est ancien sénateur. Ancien sénateur, UDI, qui très régulièrement et de manière assez systématique nous harcèle, quoi. Voilà, avec des messages diffamatoires, enfin ouvertement diffamatoires, quoi. Et insultants aussi. Bon, une élue de la République qui nous avait écrit pour nous enjoindre de supprimer tout contenu la concernant, c'était Martine Voneur. Avec une lettre en tête de l'Assemblée nationale. Absolument. C'était fait pour intimider, et elle n'a pas donné suite, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas question de supprimer le moindre contenu. Nous, on est un média, si les gens ont elle exigeait le retrait donc de la notice, factuelle, de tout contenu la concernant, pas seulement la notice d'information la concernant. Voilà, donc il n'en a jamais été question, et elle ne nous a pas poursuivis. Et là, on a Dupont-Aignan qui fait une vidéo sur fond de la démocratie, et il consacre quelques minutes à nous, en réclamant une commission d'enquête sur Conspiracy Watch. Donc c'est un honneur, en fait, d'une certaine manière. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un élu de la République qu'il relaye à notre sujet des mensonges, et des mensonges diffamatoires, des choses fausses. Et on lui a dit, mais il a remis une couche derrière, au point que Reporters sans frontières a fait un communiqué pour nous défendre. Donc merci à eux, d'abord. Et puis je crois que dans la complosphère, ce communiqué est très mal passé. En réalité, je pense qu'il ne s'attendait pas, en fait, à ce qu'on soit soutenu. Donc voilà. Et je crois que c'est important de le dire, parce que le fait d'être critiqué ou d'être attaqué, même de façon assez scandaleuse... en fait, et diffamatoire et complotiste. C'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant. Quoi. Puis alors, il ne semble pas avoir compris qu'il y avait un petit lien entre le complotisme et la haine en ligne, et le racisme et l'antisémitisme. Je veux dire, c'est un lien qu'on n'est pas les seuls à faire, que tous les spécialistes du sujet font. S'il avait lu, par exemple, le rapport Bronner qu'on a fait il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, il aurait vu ce lien. Oui, on l'a rendu début 2022. S'il s'intéressait à la littérature sur le sujet, il verrait ce lien qui est omniprésent entre complotisme et racisme, antisémitisme. Pourquoi ? Tout simplement parce que le complotisme, c'est un discours d'accusation, c'est un discours de recherche du bouc émissaire. Donc le lien, il est fait très vite, justement, avec le racisme et l'antisémitisme. Voilà. Oui, mais j'insiste un peu sur le fait que c'est un élu. C'est pour ça d'ailleurs que RSF a considéré légitime de défendre Conspiracy Watch. En plus, il mélange tout. Il parle de France Info, par ailleurs, l'émission qu'on a, Complorama. Il parle de Julien Pain, absolument. qu'on aime bien, qui est venu ici, qui est très sympa, mais avec qui on ne bosse pas. Donc... Voilà, et le fait, donc, encore une fois, que ça soit un élu, c'est ça qui, moi, je trouve plutôt inquiétant. Encore une fois, se faire attaquer par la complosphère en général, les militants, quels qu'ils soient, c'est le jeu. Ou l'extrême droite en général. Mais là, quand on a un élu, on passe un cap, parce que, il veut une enquête parlementaire. Donc lui a déjà... Non mais, par ailleurs, il demande une commission d'enquête parlementaire, ce qui a d'abord... qu'il n'obtiendra jamais, et il le sait déjà. Il le sait déjà, parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là, d'une part. Ensuite, il le fait
en allant notamment sur un média complotiste, sur François, qui est quand même fascinant. François, dont le patron, quand même, d'abord, on est en procès avec lui, Xavier Azelbert, et ensuite qui reçoit sur son plateau, ou qui va dans des médias complotistes, à forte empreinte soralienne, comme le média Enquête 4.2, etc. Donc qui fait partie de cet écosystème d'extrême droite. Voilà, Oui, et puis il demande une commission d'enquête, et ensuite il se plaint de ne pas pouvoir l'avoir, alors qu'il sait très bien qu'il je sais pas s'il ne s'est pas plaint, mais il a dit « j'ai pas ce pouvoir-là tout seul », effectivement. Puis c'est absurde. Enfin, je veux dire. Puis par ailleurs, mais très bien. Enfin, moi, je serais ravi de pouvoir le démentir, mais tout ça serait aux frais du contribuable. Évidemment. Mais donc, j'insiste quand même sur le côté symboliquement fort et inquiétant d'avoir des élus de la République. J'ai oublié une chose. Il s'appuie notamment sur la pseudo-enquête publiée sur Blast, donc le média de Denis Robert, et qui a été confiée à une personne qui s'appelle Laurent Doré, qui n'a pas cherché à me contacter ou à nous contacter. Je crois que cette enquête n'est pas terminée d'ailleurs, enfin en tout cas elle est feuilletonnée. Je ne suis pas sûr que tous les épisodes ont été publiés. C'est de la critique, ils ont bien le droit de critiquer. Ils disent aussi des bêtises, dans certains cas des choses fausses. Voilà. Il faut dire que Laurent Doré, c'est quand même un ancien responsable national de l'UPR, de François Asselineau. C'est-à-dire qui a une empreinte, là aussi, conspirationniste assez notoire, qu'on a documentée, nous, plus longtemps. Il ne parle pas de nulle part. C'est intéressant, quand même. Il est dans un écosystème qui est celui du souverainisme le plus échevelé et du conspirationnisme aussi le plus évident. Donc, voilà. Il vient de là. On est dans quelque chose de très circulaire, en fait. On ne sort pas de cette mouvance-là, même si c'est Blast. Donc, tout le monde renvoie à Blast, mais... Voilà. Tu voulais aussi, je crois, Rudy, parler d'un autre sujet qui est connexe en fait, mais qui est un peu différent puisque ce n'est pas pour le coup un élu de la République. C'est les suites d'un article publié sur Conspiracy Watch du Monde diplomatique, un article du Monde diplomatique signé d'un certain Pierru. Oui, c'est ça. En fait, en février, dans son édition de février, Le Monde diplomatique a publié un article de 2 sociologues concernant les soignants suspendus pour refus de vaccination. Et qui est un article qui est très très complaisant avec le complotisme et qui n'évoque le sujet du complotisme que pour taper sur les anti-complotistes. C'est quand même particulier, qui ne relève pas du tout les délires complotistes, anti-vax, des gens qu'il défend. En fait, c'est un article d'opinion qui se base sur une enquête sociologique. En tout cas, il a enregistré il a eu des entretiens. Enfin, les 2 auteurs ont eu des entretiens avec beaucoup de soignants suspendus, donc on ne remet pas du tout ça en cause. Mais le problème, c'est que cet article avait été accueilli par beaucoup de professionnels de la santé, de journalistes, etc., comme une sorte d'aberration. Et de pouvoir lire ça dans le monde diplomatique était assez aberrant. Donc nous, on a publié un papier pour dire cela, pour rappeler que l'un des 2 auteurs, Frédéric Pierru, il est quand même passé dans l'émission de Louis Fouché, qui est une des personnalités phares de cette mouvance-là, dans une émission de leur chaîne qui s'appelle le Conseil scientifique indépendant. Et qu'il était annoncé, c'est pour ça qu'on a publié ce papier, et qui était annoncé, Frédéric Pierru, à une table ronde le 8 mai, pour le 150e épisode du Conseil scientifique indépendant, avec tout le banc, l'arrière-banc de la complosphère anti-vax, covido-sceptique. Voilà. On trouve Christian Perron, Alexandra Orion-Caude, Laurent Mucchielli, bon, bref. Et voilà, c'est un article que tout le monde peut aller consulter, qui est assez factuel. Très factuel. On montre les réactions d'un certain nombre d'acteurs, Mathias Vargon, Christian Lehmann, notamment. Et alors, il n'a pas apprécié du tout cet article. Il ne nous a pas envoyé de droit de réponse, mais en revanche, il nous a, d'abord, enjoint de retirer, de supprimer l'article. Là aussi, conception très particulière, liberté d'expression. Et 2, très vite, il nous a dit, mais je saisis le procureur de la République, je porte plainte pour diffamation.
Moi, je trouve qu'il n'y a rien de diffamatoire dans cet article, évidemment. Je suis garant de ça, puisque je suis directeur de la publication de Conspiracy Watch. Voilà, donc s'il veut aller dans les tribunaux, on ira dans les tribunaux. Mais c'est encore une de ces procédures bâillons. Ouais. Voilà. Et puis, au passage, dans le torrent d'insultes qui nous traite de débiles à plusieurs reprises, il laisse entendre qu'on bosse pour la CIA. On dit alors, est-ce qu'il fait beau il faudrait savoir si c'est Macron ou la CIA. Enfin, voilà, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Voilà, peut-être les deux. Non, mais voilà. Donc, voilà. Et puis alors, pour finir sur la liberté d'expression, les auditeurs, en tout cas les gens qui regardent cette vidéo, ont peut-être vu qu'on a changé notre générique. En fait, on s'est pris de nouveau des dizaines de signalements pour violation, atteinte aux droits d'auteur, de la part non plus d'Éric Morillo, qui anime une émission sur une chaîne, une web TV d'extrême droite, mais de Saïm Laibi, alias le libre penseur, qui est un des piliers de la complosphère. Il a grenouillé longtemps avant de se séparer avec Soral et Dieudonné, après avoir été le webmaster de Marc-Édouard Nab, d'ailleurs, il y a longtemps, et d'avoir été, je crois, le responsable ésotérisme du MDI, le mouvement des damnés de l'impérialisme de Kémy Séba. Voilà, donc c'est quelqu'un qui raconte à peu près n'importe quoi sur tous ces sujets, qui est vraiment... qui a une grille de lecture complotiste radicale. Ouais. Et il a signalé en masse des dizaines de nos vidéos. Donc elles ont sauté provisoirement. Elles ont été rétablies pour une part. Pourquoi ? Parce que dans le générique de l'émission, on avait un extrait de 2 secondes de lui. Et alors là aussi, c'est aberrant. Ce qu'on appelle le droit de citation et le droit d'information, voilà, exactement. Droit de la presse. On a un service de presse en ligne, abus non lucratif, on ne gagne pas d'argent, encore une fois, et on se fait signaler. Alors, Éric Morillo, je crois, a fait applaudir son public autour de cette... Donc c'est quand même fascinant, parce que ces gens-là justifient le fait de traiter des thématiques d'extrême droite, d'inviter des gens extrêmement sulfureux, par exemple, tous les invités récemment de Géopolitique Profonde, carrément des nazis déclarés maintenant, qui viennent parler dans Géopolitique Profonde. Ils justifient ça au nom de la liberté d'expression. Ils justifient ça au nom de la liberté d'expression, mais en revanche, ils ne supportent pas qu'on informe. Qu'on informe sur eux. Et donc, dès qu'ils peuvent essayer de nous censurer, ils le font, soit par le harcèlement judiciaire, les procès, etc., la procédure Bayon, soit par ce type de signalement massif. Donc voilà. Et une mauvaise foi folle, que ce soit de Morillo ou du libre penseur, parce que eux se targuent en disant non, mais ça n'est que le droit, ça n'est que du droit d'auteur. Ça c'est quand même à la justice d'en décider, pas eux. Ce sera déjà à la justice. Parce que nous, on estime qu'on est dans le bon droit, par ailleurs. Mais c'est clairement une instrumentalisation. Leur objectif, ce ne serait pas Conspiracy Watch, c'est parce que c'est Conspiracy Watch, évidemment. Et par ailleurs, nous, on ne fait jamais ça. Je veux dire, il y a plein d'extraits de nos vidéos qui sont repris par tous ces gens-là, et largement, pas 2 secondes. Pas 2 secondes. Extraits, et d'ailleurs, parfois pour essayer de nous ridiculiser, etc. Je pense à Pierre Chaillot, là. Pierre Chaillot, absolument. Oui, absolument. Et évidemment, Conspiracy Watch n'a jamais fait aucune action de revendication de droits d'auteur pour des citations de notre émission, et tout le monde peut reprendre des extraits de notre émission. Il y a pas de problème, ça s'appelle du débat public, clairement. Donc ça s'appelle la liberté d'expression. Ça s'appelle un peu la fameuse liberté d'expression qu'ils ont sur la bouche systématiquement. On va pas instrumentaliser un droit d'auteur imaginaire pour essayer de bâillonner et de faire sauter des vidéos simplement sur ce registre-là. Oui, on parle de vidéos d'1 heure pour des extraits d'1 ou 2 secondes. Donc, et encore une fois, c'est comme tu dis, c'est vraiment 1 ou 2 secondes. Donc franchement, il y a presque rien. Donc c'est clair, c'est flagrant, c'est transparent. Tout le monde sait. Quand Morillo se fait applaudir par les gens autour de lui, ils applaudissent quoi ? Le fait que le droit d'auteur ait été soi-disant appliqué, ou le fait que nos vidéos ont sauté. C'est évidemment le fait qu'on nous ait
coupé la chaîne YouTube, enfin, qu'on ait fait sauter nos vidéos. C'est ça qui est applaudi. C'est la censure qui est applaudie dans ces communautés-là. Esprit d'escalier, j'ai oublié d'en parler, mais un sujet un peu connexe à celui-là. On a un YouTuber aussi qui s'appelle Frédéric Delavier qui, alors, nous a pas attaqué en diffamation, mais nous attaque au civil sur la base de la concurrence déloyale. Il estime qu'on lui fait une concurrence déloyale simplement parce que on a osé parler de lui. En fait, il est connecté à la complosphère, il a une empreinte. Et son avocat, c'est Fabrice Divisio. Et de mémoire, c'est déjà arrivé au Monde, qui a été poursuivi par François. Exactement. Et d'ailleurs, il se base sur ce fondement-là. C'est ça. Et il se base sur une jurisprudence, donc un jugement du tribunal de commerce de Paris, de mémoire, qui oppose François au Monde et où François a gagné. Parce que le juge a estimé que le Monde, en dénigrant François en tant qu'entreprise, voilà, lui faisait une concurrence déloyale. Donc c'est pas tombé sous le coup de la diffamation, qui est pénale, mais au civil, si j'ai bien compris. Donc parce que le Monde, je crois que c'était un papier des décodeurs. Je crois que c'était un papier des décodeurs. Voilà. Mais on peut estimer que c'est déjà aberrant, mais ok. C'est un jugement, mais nous on fait pas de concurrence à quelqu'un qui est sur YouTube. C'est aberrant. On monétise pas nos vidéos, on n'est pas du tout sur le même créneau. Enfin, nous on informe sur le complotisme. Mais on voit bien qu'il y a une véritable instrumentalisation de toutes les modalités possibles pour essayer d'assécher. Oui, je crois que la diffamation ils ont renoncé parce qu'ils ont compris que en fait complotiste ou complotisme ça relevait de la liberté d'expression. Alors Rudy, tu voulais aussi nous parler des protocoles des sages de Sion. Oui, non mais rapidement. C'est sans transition. Sans transition. Les protocoles des sages de Sion, parce que j'ai fait une émission avec Patrice Jalinet sur France Info il y a quelques jours, donc le podcast est en ligne. Les Intox de l'Histoire, c'est ça ? Les Infox de l'Histoire, c'est la 3e saison, donc il y a plusieurs podcasts. Il y en a un très bien avec Pascal Froissart sur la rumeur d'Orléans, qui rejoint un peu nos problématiques. Mais les protocoles, c'est très intéressant parce que on a refait une histoire de ce faux que sont les protocoles des sages de Sion, que j'ai là d'ailleurs, ici, dans son édition 1925, je crois. Et donc 25, on sait déjà qu'ils sont faux. On le sait depuis 1921. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment tout ce nous, l'année 1920. L'année 1920, on sait que... donc c'est là qu'il est traduit en allemand on a un petit agitateur autrichien qui commence à en parler, Adolf Hitler. Ah bon dès le mois de mai 1920. On a un édito du Times, d'accord, qui en parle et qui en parle pour dire on s'interroge sur ce texte, etc. En fait, l'auteur de cet édito, les gens le savent peu, on se rappelle l'histoire de l'édito pour les plus... mais il est antisémite. Il est antisémite au dernier degré. Et puis, la même année, on a Henry Ford, donc le grand industriel américain, qui crée les Ford et le Fordisme, qui publie The International Jew, le Juif international, qui reprend des éléments des protocoles des sages de Sion. Et en fait, ça c'est publié à l'automne de mémoire 1920. Donc l'année 1920, ça se cristallise. Vraiment, c'est là que les protocoles deviennent un phénomène mondial. Il va être traduit dans beaucoup de langues, en français, en allemand, etc. Au départ, il est en russe, ce texte-là. Et en fait, il est ramené par des Russes blancs, donc les monarchistes, ceux qui sont opposés aux rouges, aux bolcheviks, dans leur bagage. Et c'est une très bonne grille de lecture pour eux de ce qui s'est passé. En fait, le bouleversement de la Révolution de 17, pour eux, c'est un complot judéo-maçonnique. C'est ça qui explique c'est ça qu'explique le protocole des Ils enverront même des exemplaires des protocoles à la conférence de la paix à Versailles, qui va accoucher du traité de Versailles ensuite, pour alerter les diplomates en disant « Regardez ce qui se passe, etc. » Et en 1921, donc un an après l'édito du Times, on a un journaliste du Times qui est correspondant à Constantinople, Istanbul maintenant, qui, informé par un Russe blanc qui a la preuve en fait que c'est un faux parce que c'est un plagiat, eh bien, publie un article sur 3 jours, en trois séries d'articles en août 1921, montrant que c'est un faux. Et pour le prouver, eh bien, il retrouve le livre dont c'est en partie plagié, qui est un livre qui s'appelle « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ».
qui date des années 1860, qui est un brûlot anti-bonapartiste, et il en trouve un exemplaire, je crois, aux Archives nationales ou au British Museum, en tout cas à Londres, parce qu'évidemment, il n'y avait pas Internet à l'époque, on ne trouvait pas comme ça facilement. Et là, on prouve que c'est un faux, que c'est une fabrication. Voilà. Alors que jusque-là, on expliquait que c'était les minutes de réunion secrète, voire même que c'était le compte-rendu ou les minutes du congrès sioniste de Bâle. Au point, je finis juste ça, qu'on a une édition 1924 en allemand d'un dénommé Theodor Fritsch, grand antisémite allemand de l'époque, qui paraît sous le titre « Les protocoles sionistes ». C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup en ce moment d'antisionisme, de son articulation avec l'antisémitisme. Les protocoles sont tenus pour être, par les antisémites de l'époque, le compte-rendu du congrès sioniste. Voilà. Peut-être deux choses. La première, c'est que là, on a quand même le symptôme à l'époque d'un mauvais article du Times, le premier, et un debunk qui vient après, mais qui vient trop tard. Et donc on a le même système, enfin on a disons les mêmes symptômes à l'époque, avec une fausse, disons un article ambigu sur les protocoles qui va lui donner une légitimité internationale absolument folle à l'époque, et un article qui probablement a eu beaucoup moins d'audience, ou a été beaucoup moins viral, si on voulait prendre les parallèles à l'époque, que le premier article. Bref, la deuxième chose, c'est la pérennité, évidemment, des protocoles. Et pour ce qui nous intéresse simplement, de le voir s'échouer en période Covid, relayé favorablement par une figure comme Chloé Framry, qui, elle, avait publié en ligne une sorte de recommandation de lecture à l'intérieur duquel... On voyait mentionner une sorte de lettre confidentielle, et à la fin, il y a des recommandations de lecture, et la première recommandation de lecture, c'est les protocoles de solution. Donc, cette trajectoire folle de ce livre protéiforme en termes de ce qu'on a pu y projeter dedans, sa plasticité qui a permis à des communautés de génération en génération de trouver leur sel dedans, de trouver des figures mythologiques qui parlent à l'instant T aux différentes communautés jusqu'en 2024, c'est quand même passionnant la puissance, encore une fois, mythologique de ce document comme nourriture, comme justification et nourriture de discours complotistes qui, évidemment, sont loin de l'origine. Ce qui est aussi fascinant avec cet ouvrage, c'est les excroissances, les choses qui ont pu naître de ce document. Moi, j'ai en mémoire un épisode que j'avais d'ailleurs découvert, qui était l'épisode de la maladie Mironov en 1920, quelques mois après la publication en français des protocoles des sages de Sion en France. Et il se trouve que dans le protocole des sages de Sion, il y a de nombreux chapitres, si vous voulez, et dans l'un des chapitres des protocoles, il y a l'idée que les Juifs chercheraient à répandre des épidémies sur les populations chrétiennes et européennes. Eh bien, il se trouve qu'en 1920, j'ai trouvé un épisode où on a un carteron de sénateurs tous anti-Dreyfusards qui vont essayer d'accuser la population juive migrante en 1920 de quoi ? De répandre une mystérieuse maladie qui serait la maladie Mironov. Bref, probable excroissance interprétative, si on veut, des protocoles des sages de Sion. Donc on voit que dans cet arc de vie qu'a ce document-là, il a pu nourrir des récits, des narratifs antisémites, complotistes, pendant plus d'un siècle. Et on parlait des résonances entre les fake news et les debunks qui ne fonctionnent pas. Tu voulais nous lire, je crois, le début de l'appendice de l'édition de 1925. Oui. Pourquoi ? Parce que l'édition de 1925, donc on a les protocoles, 24 protocoles au début, puis l'autre moitié du livre, c'est un appendice, donc un commentaire des protocoles. Et au tout début de cet appendice, on a une lettre d'un Russe, censément, qui nous dit la discussion sur l'authenticité des protocoles, on est en 25, on sait déjà qu'ils sont faux. Déjà que c'est faux. Est une diversion. Ce qui importe, c'est pas l'authenticité, mais le fait que le contenu prophétique des protocoles se réalise exactement sous nos yeux. Et alors, ça, c'est l'autre mythe sur les protocoles. C'est l'idée que les protocoles, même s'ils sont faux, disent vrai. Et c'est ça l'important. Le pouvoir prédictif des protocoles. Le problème, c'est qu'il suffit de le lire pour se rendre compte que c'est un délire. Ouais. Il suffit de lire les protocoles pour se rendre compte que ça ne correspond absolument pas à la réalité. Enfin, c'est absolument délirant. Ça
C'est délirant, vraiment. Et ça n'empêche pas le nazisme de récupérer tous les thèmes qui sont dans les protocoles et d'en faire des armes rhétoriques. On sait que Joseph Goebbels, par exemple, le ministre de la propagande du Troisième Reich, savait que les protocoles étaient faux. Il n'y croyait pas. On a des lettres de sa main disant qu'il sait que c'est faux, quoi. Mais il a cet argument-là. Ouais. C'est faux, mais ça pourrait être vrai. Ça pourrait être vrai, c'est pas la question. Oui. Le sujet, ça décrit bien ce qui se passe en réalité. Ouais. Et Hitler en a fait un usage abondant, il en parle dans Mein Kampf. Un peu de bibliographie, Pierre-André Taguieff a publié Hitler, les protocoles, les sages de Sion et Mein Kampf, qui fait le point sur cette question précisément. Un ouvrage juste classique sur le sujet, Norman Cohn, Histoire d'un mythe, la conspiration juive et les protocoles des sages de Sion, en anglais Warrant for Genocide, un passeport pour un génocide. Ça explique comment les protocoles et les thèmes qui sont dans les protocoles préparent idéologiquement le passage à l'acte génocidaire. Et puis, un livre plus récent de Pierre-André Taguieff, c'est en fait un compte-rendu de discussion avec Roman Bernstein pour préparer Mécanique du complotisme sur France Culture, consacré à l'histoire des protocoles des sages de Sion, et qui est en français le livre qui est le plus actuel, en tout cas le plus actualisé, sur la question de l'origine des protocoles, sur lequel il y a encore un flou. L'hypothèse classique, c'est que c'est l'Okrana, la police politique du tsar à Paris, qui aurait fait ce faux. Le problème, c'est que ça repose sur des témoignages qui sont sujets à caution. Et par ailleurs, il manque le smoking gun, c'est-à-dire le texte d'origine en français qui aurait été traduit en russe à partir de 1903, puis en 1905, etc. Donc voilà, si on veut se renseigner sur les protocoles, il y a tout ça. Et puisqu'on est dans la bibliographie, une grande joie de savoir que Valérie Higounet, directrice adjointe de Conspiracy Watch, a remporté le prix étudiant de la BD du prix du livre de l'Assemblée nationale. De LCP, de la chaîne parlementaire. Et donc voilà, c'est pour Crayon Noir, Samuel Paty, Histoire d'un prof chez Studio Fac Édition, qui est signé avec Guy Le Bénéré et qui est une BD extraordinaire sur la mécanique qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty, que tout le monde devrait lire pour pas que justement ça se répète. Mécanique n'est pas du tout étrangère à nos sujets. C'est le mensonge, la diffamation et la désinformation. Exactement. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On était très content de vous retrouver. On vous dit à très bientôt. Elle a été réalisée comme à chaque fois par l'excellent Martin Béraud. Salut. Ciao. Ciao.